Mon fils m'a ordonné de financer son mariage, mais face à mon refus, il m'a traîné en justice, plongé dans cette histoire choquante de conflits familiaux et de révélations inattendues. Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires vraies, captivantes. Mon fils m'a exigé de payer son mariage. Quand j'ai refusé, il m'a poursuivi en justice. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je me suis réveillée tôt, comme toujours, bien que je n'ai plus besoin de me lever si tôt depuis longtemps. C'est une habitude forgée par des décennies à ouvrir l'épicerie fine à 8 heures. Gaston disait que se lever tôt était un signe de discipline. Gaston disait beaucoup de choses. La plupart de ses sagesses se sont révélées être de simples mots. Je suis sorti du lit, où je dors seul depuis 10 ans, et me suis approché de la fenêtre. Nantais s'éveillait avec moi, le vieux facteur. Alain distribuait déjà le courrier du matin, Madame Dubois promenait son caniche, et les lumières étaient allumées à la boulangerie des Leroy. Depuis 50 ans, je vois la même scène, mais les visages changent. Le père d'Alain distribuait le courrier, Madame Dubois avait un chat à la place d'un chien, et les parents des Leroy tenaient la boulangerie, et moi, je n'étais pas une vieille femme, mais une jeune femme avec 3 enfants et un mari qui me promettait le monde. Mon reflet dans la vitre me rappelait qu'il ne restait plus grand-chose de cette jeune femme. Des cheveux gris que j'avais cessé de teindre il y a 5 ans, des rides que je ne cachais plus sous du maquillage à peu près à la même époque, des bras aux veines saillantes et aux articulations noueuses, résultat d'années de travail à l'épicerie où Gaston et moi vendions des fromages, des vins et des produits locaux. Je me souviens encore du poids des caisses de bouteilles, des meules de fromage, des paniers de légumes qu'il fallait déplacer. Le téléphone sur la table de nuit restait silencieux. Je ne m'attendais pas à un appel. Mes enfants se souviennent rarement de mon anniversaire. L'année dernière, Isabelle a envoyé une carte avec 3 jours de retard. Olivier a posté un message sur Facebook. Et Raphaël? Eh bien, Raphaël a appelé, mais seulement pour demander de l'argent pour un nouvel ordinateur. J'ai enfilé un vieux peignoir, descendu à la cuisine et mis la bouilloire à chauffer. J'ai ouvert le frigo, à moitié vide comme d'habitude. Pourquoi cuisiner pour une seule personne? J'ai pris des œufs, du fromage. La dernière tomate, une quiche au fromage pour un petit déjeuner d'anniversaire. Pourquoi pas? Pendant que je préparais le petit déjeuner, mes pensées, comme toujours, revenaient au passé. Le jour où j'ai rencontré Gaston Beaumont à un bal local, j'avais seulement 18 ans. Louis XXII, il venait de rentrer de l'armée, si beau dans son uniforme, avec un sourire assuré et des histoires des lieux qu'il avait visités. Je n'avais jamais voyagé hors de Nantes, et l'écouter, bouche bée. 3 mois plus tard, nous étions mariés, et 1 an après, Isabelle naissait. Je me souviens de la tenir dans mes bras, si petite, si fragile. Gaston était heureux, surtout quand Olivier est né 2 ans plus tard. Il avait maintenant un fils, une continuation du nom de famille. Nous vivions dans un petit appartement au-dessus de l'épicerie que Gaston avait hérité de son père. L'argent suffisait à peine, mais nous étions jeunes et pleins d'espoir. Raphaël est né quand j'avais 25 ans, un 3e enfant non prévu mais aimé. Gaston avait commencé à boire à cette époque, pas beaucoup, mais régulièrement. Les affaires à l'épicerie n'allaient pas aussi bien qu'il l'espérait, et il noyait ses frustrations dans le vin. J'ai commencé à travailler plus à l'épicerie, laissant les enfants à ma mère. Et quand maman est tombée malade, je devais me partager entre les enfants, l'épicerie et ses soins. Gaston passait de plus en plus de temps dans les cafés et rentrait souvent en titubant, jurante. Il n'a jamais levé la main sur moi. Je ne peux pas lui reprocher ça, mais les mots blessent parfois plus que les coups, surtout quand ils viennent de la personne qu'on aime. Je me souviens d'Isabelle, à 12 ans, me demandant pourquoi je ne quittais pas papa, parce que la famille,
passe avant tout. Ma chérie, avais-je répondu, mais la vérité était que je n'avais aucune idée de comment j'allais subvenir aux besoins de 3 enfants, seule, sans diplôme, sans compétences, sans soutien. Ma mère était morte à ce moment-là, me laissant seulement de vieilles photos et une Bible usée. La quiche a brûlé pendant que je me perdais dans mes souvenirs. J'ai éteint le feu et l'ai transféré dans une assiette. Un petit déjeuner brûlé pour mon anniversaire. Un symbole approprié de ma vie. J'ai toujours senti que j'étais sur le point d'avoir le temps de faire quelque chose de bien, mais tout allait de travers à la dernière minute. Isabelle a grandi têtue et déterminée. Elle excellait à l'école. Rapportant toujours des prix, elle me ressemblait tant extérieurement, mais intérieurement, elle était différente. Je n'ai jamais su me défendre. Mais elle, si, depuis qu'elle était petite, à 18 ans, elle a obtenu une bourse pour une école de droit à Paris et est partie, revenant rarement. Maintenant, elle est une avocate prospère à Paris, mariée à un homme d'affaires tout aussi prospère. Ils ont 2 enfants, mes petits-enfants, que je n'ai vus que sur des photos sur les réseaux sociaux. Olivier a suivi les traces de son père, pas en termes de boisson, mais en manque d'ambition. Il a terminé un lycée professionnel, obtenu un emploi de commis dans une compagnie d'assurance, et marié une gentille fille nommée Sophie. Ils ont 3 enfants, vivent à 2 heures de chez moi. Ils appellent de temps en temps, une fois par an pour Noël, et puis il y avait Raphaël, mon plus jeune, le plus beau de mes enfants, avec des fossettes sur les joues et un sourire charmeur. Gaston le gâtait quand il était sobre. « C'est mon petit prince », disait-il, lançant le bébé riant au plafond. Puis il se retirait au café pour la soirée, me laissant gérer un bébé en pleurs, les tâches ménagères et les factures. Raphaël a grandi en sachant qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait juste en souriant et en demandant d'abord à moi, puis aux enseignants, puis aux filles. Il changeait d'université comme de chemise, nulle part il ne trouvait quelque chose qui lui plaisait vraiment, changeait de travail tout aussi souvent, et revenait toujours à la maison quand l'argent manquait. J'ai fini mon thé et regardé l'horloge, il était presque 8 heures. L'heure de me préparer pour le club de lecture. Le seul divertissement que je m'autorise une fois par semaine, nous nous réunissons avec des femmes de mon âge à la bibliothèque municipale de Nantes et discutons de livres qui intéresseraient à peine les moins de 60 ans. Je monte lentement les escaliers, sentant la douleur dans mes genoux. L'arthrite progresse, mais j'essaye de l'ignorer. Le médecin dit qu'une opération est nécessaire. Mais qui s'occupera de moi après? Raphaël. Je ne pense pas. Gaston est mort il y a 10 ans. D'une crise cardiaque à l'épicerie, parmi les meules de fromage et les bouteilles de vin. Je l'ai trouvé en revenant de la pause déjeuner. Il était allongé par terre, fixant le plafond de ses yeux vides. Après les funérailles, j'ai vendu l'épicerie. Cela a suffi à rembourser mes dettes et à mettre un peu de côté pour ma vieillesse. Je m'habille et me regarde dans le miroir. Une robe bleu foncé, la broche en perles que Gaston m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage. Un rare moment de générosité. Mes cheveux gris sont rassemblés en un chignon soigné. J'applique un peu de rouge à lèvres. Une petite concession à la vanité. Le téléphone sonne. Et je sursaute de surprise. Raphaël a-t-il enfin pensé à l'anniversaire de sa mère? « Bonjour, Madame Beaumont, c'est Céline du club de lecture. Je voulais juste vous prévenir qu'il n'y a pas de réunion aujourd'hui. Agnès a la grippe, et Monique est chez sa fille. »« Oh, dis-je, alors que la déception m'envahit. Merci de m'avoir prévenu. Joyeux anniversaire. Au fait, on s'en souvient, mais ça tombe mal avec l'annulation. Ce n'est pas grave. Céline, merci pour les vœux. J'y raccroche et me regarde
à nouveau dans le miroir. J'ai toute une journée devant moi et rien pour la remplir. Je pourrais aller au parc, nourrir les canards. Je pourrais aller au supermarché faire des courses. Je pourrais regarder la télévision. Mon regard tombe sur une photo sur la commode. Nous, tous ensemble lors d'un pique-nique au parc. Isabelle a environ 12 ans, avec des couettes et un air sérieux. Olivier a environ 10 ans, avec un genou écorché et un sourire sans dedans de devant. Raphaël, petit, environ 5 ans, assis sur mes genoux. Et Gaston, sobre, souriant, sa main sur mon épaule. Un rare moment de bonheur familial capturé par un passant quelconque. Je me souviens de ce jour. Comment nous partagions une baguette, du fromage et un verre de vin. Comment les enfants jouaient au ballon. Comment Gaston chantait « Je t'aime » de Serge Gainsbourg, nous faisant rire aux larmes. C'était avant qu'Isabelle commence à avoir honte de nous, avant qu'Olivier ne se replie sur lui-même, avant que Raphaël ne réalise qu'il pouvait manipuler les gens. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, je prends mon temps pour décrocher. « Allô, maman, c'est Raphaël. » Mon cœur tremble. Comme toujours au son de sa voix, peu importe ce qui se passe, il reste mon petit garçon. Raphaël, bonjour. Joyeux anniversaire. Maman, désolée, c'est tôt, mais j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Merci, mon chéri. Comment vas-tu? Je vais bien, je suis au top. Écoute, j'ai une nouvelle. Je viendrai te voir ce week-end. D'accord? Il y a quelque chose d'important à discuter. Je connais ce temps. Avant, ça signifiait j'ai raté mes examens. Puis, j'ai été viré de mon travail. Et récemment, c'est plus souvent j'ai besoin d'argent. Bien sûr. Mon chéri, j'ai hâte de te voir. Super. Je ne viens pas seul. Je vais te présenter quelqu'un de très spécial. C'est une petite amie. Raphaël changeait de petites amies, aussi souvent que de job. La femme de ma vie, maman. Mais on en parlera quand on se verra. Je dois filer, je t'aime. Il raccroche avant que je puisse répondre. Typique de Raphaël. Toujours pressé, toujours en fuite. Je m'assois lentement au bord du lit, la femme de sa vie. La dernière fois qu'il parlait ainsi, c'était à propos de Camille, la barista qu'il a quittée après un mois, quand elle a réalisé qu'il n'avait pas d'argent. Oji Zoé, l'aspirante chanteuse qui utilisait son appartement pour répéter avec son vrai petit ami, Odu Chloé. Peu importe. Je me lève et me dirige résolument vers l'armoire. Puisque le club de lecture est annulé, je peux faire quelque chose d'utile, comme trier de vieilles affaires que je voulais donner à une œuvre de charité depuis des lustres. Dans l'armoire, parmi les boîtes de photos et de vieilles lettres, je trouve un album de dessins d'enfants. Les dessins de Raphaël sont des traits colorés et désordonnés représentant la maison, la famille, le soleil. Dans l'un d'eux, je tiens sa main, dessinée presque 2 fois plus grande que je ne le suis, avec un énorme sourire et des cheveux comme une couronne. Ma maman est la meilleure, dit-il en lettres maladroites en bas. Quand a-t-il cessé de le penser? Quand ai-je cessé d'être une héroïne à ses yeux pour devenir juste un distributeur de billets? Je me souviens des heures supplémentaires pour payer ses tenues de rugby, comment je me privais de nouveaux vêtements pour lui acheter des chaussures à la mode. Les nuits passées à l'aider avec ses devoirs, même épuisées. Et puis, il y a eu les universités. 1, 2, 3. Maman, ce n'est pas mon truc. Je veux essayer autre chose. Et j'acceptais, payant les factures, croyant qu'un jour il trouverait sa voie. Je me souviens de la nuit où Gaston m'a crié dessus, m'accusant de trop gâter le petit dernier. Tu fais de lui un fainéant, avait-il hurlé, agitant une bouteille. Et j'avais répondu,
Je veux juste qu'il ait les opportunités que nous n'avons pas eues. Mais qu'est-ce que ça a donné? Isabelle, qui a payé ses études de droit elle-même, me parle à peine. Olivier, qui n'a jamais rien demandé de spécial, n'appelle qu'au fait. Et Raphaël, sur qui j'ai dépensé le plus de temps, d'argent et d'amour, prend tout pour acquis. Je ferme l'album et le range dans l'armoire. Inutile de se complaire dans les regrets. Ce qui est fait est fait. Le reste de la journée passe dans les tâches habituelles. Lessive, ménage, préparation du déjeuner, que je mange seul, regardant les oiseaux par la fenêtre. Le soir, je regardais un vieux film à la télévision, puis lis un roman que nous devions discuter au club de lecture. Le téléphone ne sonne plus. Ni Isabelle ni Olivier ne se sont souvenus de mon anniversaire, ou peut-être s'en sont-ils souvenus. Mais trop occupés par leur vie pour appeler, avant de me coucher, je prends un comprimé pour la tension, pour l'arthrite, pour l'insomnie, et regarde la photo de Gaston sur la table de nuit. Regarde ce qu'est devenue notre vie, dis-je à son visage souriant. Ah, tu es parti, et je suis seule dans une maison vide avec des enfants qui se souviennent à peine de moi. Gaston, bien sûr, ne répond pas, il n'a jamais été très bavard, même de son vivant. J'éteins la lumière et m'allonge. Fixant l'obscurité, Raphaël sera là ce week-end avec la femme de sa vie. Je me demande à quoi elle ressemble, cette nouvelle fille. J'espère qu'il a plus de chance cette fois. J'espère qu'elle ne lui brisera pas le cœur comme les autres, et j'espère ne pas avoir à le réparer encore. Je ferme les yeux, sentant les comprimés commencer à agir, brouillant mon esprit. Demain sera un nouveau jour, comme aujourd'hui, comme hier, comme tous les jours, depuis que je suis seule dans cette maison pleine de souvenirs, d'années de sacrifices, d'années de travail, d'années à prendre soin des autres. Et qu'est-ce qu'il me reste? Le silence, la solitude, et des appels occasionnels d'un fils qui a besoin de quelque chose. Mais c'est toujours mon fils, et je l'aime encore, quoi qu'il arrive, parce que c'est ce que font les mères, aimer leurs enfants inconditionnellement, même quand ça fait mal. Le samedi matin est étonnamment ensoleillé pour la fin octobre. Je me lève plus tôt que d'habitude. Le sommeil est, depuis longtemps, un compagnon capricieux. Je suis debout dès les premières lueurs, préparant l'arrivée de Raphaël et de sa mystérieuse compagne. Toute la maison brille de propreté. J'ai passé hier à nettoyer, comme si j'attendais la royauté. Pas mon propre fils qui a passé des années à vivre parmi des chaussettes éparpillées et des assiettes sales, mais je veux que tout soit parfait. Peut-être que cette nouvelle fille est vraiment spéciale, peut-être qu'elle rendra enfin mon Raphaël heureux et responsable. J'ai préparé sa tarte aux mirabelles préférée, du poulet aux herbes, une salade de légumes selon la recette de ma mère. La table est dressée avec la meilleure nappe, celle que nous utilisions seulement pour les grandes occasions du vivant de Gaston. La sonnette retentit à 14 heures précises, une ponctualité inhabituelle pour Raphaël, qui arrive généralement avec au moins 1 heure de retard. Je lisse mes cheveux, ajuste les plis de ma robe, et vais ouvrir la porte. Sur le seuil se tient mon fils, toujours aussi beau, dans un costume qui coûte clairement plus qu'il ne peut se permettre. À côté de lui, une grande blonde élancée, au maquillage impeccable et aux yeux bleus froids. Autour de son cou scintille un collier qui semble trop coûteux pour une simple visite à sa future belle-mère. Et « Maman !» Raphaël m'enlace avec un enthousiasme qui semble un peu forcé. « Tu es magnifique, je te présente Élodie. Élodie Lefebvre, l'amour de ma vie. » La jeune femme affiche un sourire étudié, étend une main aux ongles parfaitement manucurés. « Madame Beaumont, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Raphaël m'a tellement parlé de vous. » Sa voix est mélodieuse, mais quelque chose me met sur mes gardes. Peut-être une légère note de condescendance que j'ai appris
à reconnaître, au fil des années, à servir des clients riches à l'épicerie. Entrez, je vous en prie, dis-je, m'écartant. Le déjeuner est presque prêt. Merci. Ils entrent dans la maison, et je remarque qu'Élodie jette un coup d'œil à mon modeste salon, un vieux canapé, un tapis usé, des photos de famille dans des cadres simples. Une lueur de déception passe dans ses yeux. C'est charmant, dit-elle, et je peux presque sentir physiquement la fausseté de son compliment. Merci. Je réponds. Gaston et moi l'avons acheté il y a 45 ans, plein de souvenirs. Gaston est le père de Raphaël, demande-t-elle, bien que je sois sûre que Raphaël lui ait déjà tout raconté de notre famille. Oui, mon défunt mari. Oh, je suis désolée, dit Raphaël. C'est arrivé il y a longtemps, il y a 10 ans. Il me tourne vers mon fils. Raphaël, pourquoi ne montrerais-tu pas la maison à Élodie pendant que je finis le déjeuner? Il hoche la tête, visiblement soulagé d'échapper à une conversation potentiellement gênante. Bien sûr. Maman, viens ça. Chérie, je vais te montrer où j'ai passé mon enfance. Je retourne à la cuisine, écoutant leurs pas et leurs voix, étouffées à l'étage. Quelque chose chez cette Élodie me dérange. Peut-être la façon dont elle se tient, comme si elle me faisait une faveur en étant ici, ou la manière dont elle regarde Raphaël, pas avec amour, mais avec une sorte d'intérêt calculateur. 15 minutes plus tard, ils descendent et je les invite à table. Élodie s'assoit le dos parfaitement droit, comme si elle avait avalé une règle. Raphaël s'installe à côté d'elle, lui jetant un regard constant, mêlé d'adoration et d'incertitude. Tout a l'air délicieux. Madame Beaumont, dit Élodie, mettant une minuscule portion de salade dans son assiette. Maman est la meilleure cuisinière du monde. Dit Raphaël avec enthousiasme. Tu dois goûter sa tarte aux mirabelles. C'est vraiment quelque chose. Je suis un régime sans gluten. Répond Élodie avec un léger sourire. Mais je suis sûre que la tarte est merveilleuse. Je remarque les épaules de Raphaël s'affaisser légèrement. Il a toujours été sensible au rejet, même mineur. Alors, je décide d'alléger l'ambiance. Comment vous êtes-vous rencontrés? Raphaël s'animait, visiblement excité de raconter l'histoire. C'était comme dans un film. Maman, tu te souviens que j'ai décroché un boulot dans cette agence de pub il y a 3 mois? Élodie est la directrice créative principale là-bas. Elle est entrée dans mon bureau pour récupérer des documents. Je rangeais le désordre sur mon bureau et j'ai accidentellement fait tomber une pile de papiers. Elle m'a aidé à les ramasser. Nos mains se sont touchées et j'ai pensé que ce nouveau maladroit était sacrément charmant. Termine Élodie pour lui, avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Et puis, on a découvert qu'on avait tellement de choses en commun. Oui, c'est incroyable. Raphaël la regarde avec adoration. On adore tous les deux la cuisine italienne, les films d'Almodovar. Et voyager, je réprime l'envie de rappeler à mon fils qu'il n'a jamais voyagé plus loin qu'une ville voisine, et que tout ce qu'il sait de la cuisine italienne se résume à la pizza et aux spaghettis bolognaises. Mais je me tais. Les amoureux s'adaptent souvent aux intérêts de l'autre, et il n'y a rien de mal à ça. Que fais-tu à l'agence de pub, Raphaël? J'ai demande. Bien que je sache qu'il occupe un poste subalterne. Oh, je suis assistant responsable des services clients, dit-il, comme s'il était au moins vice-président de l'entreprise. Mais Pierre, mon patron, a laissé entendre que je pourrais bientôt être promu. Raphaël est un employé très prometteur, confirme Élodie, une note de sincérité dans la voix pour la première fois. Il a certainement du potentiel. Je suis ravie d'entendre ça, dis-je, vraiment heureuse.
Peut-être que cette fille a une bonne influence sur lui. Et vous, Élodie, que faites-vous? Directrice créative. Ça semble impressionnant. Je suis responsable du développement des campagnes publicitaires pour nos clients clés. Elles se redressent encore plus, si c'est possible. Ce sont principalement des marques de luxe, bijouteries, vêtements de créateurs, immobilier haut de gamme. J'ai un master en marketing de l'ESSEC et un diplôme en design de l'école des beaux-arts. Impressionnant, dis-je sincèrement. Et quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret? Répond-elle avec un sourire qui dit « Et je suis superbe pour mon âge, n'est-ce que pas ?» Je fais un rapide calcul mental. Raphaël a 28 ans, la différence d'âge est faible, mais vu la différence dans leur réussite professionnelle, peu importe. Après tout, s'ils sont heureux, ensemble, rien d'autre ne compte? Et vous êtes dans une relation sérieuse. J'ai demandé, bien que cela semble évident par la manière dont ils se tiennent. Raphaël et Élodie se regardent, affichant des sourires énigmatiques. En fait, maman. Raphaël prend la main d'Élodie. Nous avons une nouvelle pour toi. Nous sommes fiancés. Termine Élodie, tendant sa main gauche, où brille une grosse bague en diamant. Je manque de m'étouffer avec un morceau de poulet. Ils ne se connaissent que depuis 3 mois, et ils sont déjà fiancés. C'est merveilleux, dis-je, essayant de sembler sincère. Félicitations à vous deux. Merci, maman. Raphaël rayonne de bonheur. Je savais que tu serais heureuse. Nous prévoyons de nous marier au printemps, précise Élodie. Sitôt, je ne peux cacher ma surprise. Le 16 avril, clarifie Élodie. C'est le moment parfait pour un mariage. Nous planifions, tout est presque organisé. Vous êtes rapides, dis-je, me servant plus de salade pour occuper mes mains. Quand on sait que c'est le destin, pourquoi attendre? Raphaël porte la main d'Élodie à ses lèvres et embrasse ses doigts. Elle lui sourit avec ce même sourire froid qui n'atteint pas ses yeux. Et où aura lieu le mariage? J'ai demandé, pressentant que la réponse ne me plaira pas. Au château de la Loire, répond Élodie avec un plaisir évident. C'est le lieu de mariage le plus prestigieux de la région. Ils ont une salle de bal magnifique avec vue sur la Loire et des jardins splendides pour les photos. Je connais ce château, ou plutôt, j'en ai entendu parler. C'est l'un de ces endroits où des gens comme moi ne sont même pas admis sur le seuil. La location y coûte des dizaines de milliers d'euros, et même pour les clients réguliers. Organiser un événement coûte des sommes astronomiques. Ça semble coûteux, dis-je prudemment. Ça en vaut la peine, dit Élodie. Nous voulons que notre jour soit spécial. Tu n'as pas idée, maman, quel mariage ça va être, ajoute Raphaël avec excitation. Ce 300 invités, dont plusieurs clients célèbres d'Élodie, un orchestre live, un gâteau à 5 étages par le meilleur pâtissier de Paris, des feux d'artifice au-dessus de la Loire. En finale, 300 invités. Je ne peux cacher mon étonnement. Raphaël, tu ne connais même pas autant de monde. Ce sont surtout des collègues, des associés d'affaires et des amis d'Élodie. Hausse-t-il les épaules, comme si ça n'avait pas d'importance. Des connexions importantes pour notre avenir. Et moi qui pensais que les mariages étaient pour les proches, murmurai-je, les temps ont changé. Madame Beaumont, Élodie m'adresse un sourire indulgent. Les mariages modernes sont aussi une occasion sociale, une opportunité de faire impression et de tisser des liens. Bon, je reste silencieuse, réalisant que tout argument de ma part serait perçu comme démodé et arriéré.
Et ta robe? Si j'ai demandé, essayant de montrer de l'intérêt pour leur plan, les yeux d'Élodie s'illuminent pour la première fois de toute la conversation. Oh, c'est quelque chose de spécial. Ce sera une création exclusive de Chanel, conçue spécialement pour moi. Je m'envole pour Paris la semaine prochaine pour mon premier essayage. Chanel. Même moi, loin du monde de la haute couture, sais que ces robes coûtent au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et toi? Raphaël. Je me tourne vers mon fils. Une création exclusive aussi. Un smoking Dior. Il bombe le torse de fierté. Élodie dit que c'est le meilleur choix pour un marié avec mon allure. J'ai hoche la tête, essayant de ne pas penser au coût. Qui suis-je pour juger, s'ils peuvent se le permettre, et nous avons commandé des arrangements floraux incroyables. Continue, Élodie. Des orchidées et des roses du monde entier, livrées spécialement pour le jour. Et chaque invité recevra un cadeau personnalisé, une boîte en argent gravé et une bouteille de champagne Krug. Je cesse de mâcher et pose lentement ma fourchette. Quelque chose ne colle pas. Raphaël, qui il y a un mois m'a demandé un prêt de 500 € pour réparer sa voiture. Planifier soudain un mariage qui coûtera. Pardonnez mon indiscrétion, mais combien tout ce faste va-t-il vous coûter? J'ai demande directement. Élodie et Raphaël se regardent à nouveau. Mais cette fois, il y a une tension conspiratrice dans leurs regards. Environ 260 000 €. Répond enfin Raphaël. Mais ça en vaut la peine. Maman, c'est un jour unique dans une vie. J'ai le vertige. 260 000 €. Une somme que ni Raphaël, ni même la prospère Élodie ne pourraient avoir comme ça. Qui va payer pour ce mariage? Ma voix semble plus faible que je ne le voudrais. Une pause s'installe. Raphaël se racle la gorge, évitant mon regard. Eh bien, en fait, maman, nous pensions que tu allais nous aider avec ça. J'ai le fixe, n'en croyant pas mes oreilles. Moi, Raphaël, je n'ai pas ce genre d'argent, mais tu as des économies. Il me regarde, enfin dans les yeux. Et la maison est entièrement payée. Tu pourrais contracter un prêt sur la maison, un prêt hypothécaire. Je sens le sang se retirer de mon visage. Tu suggères que je risque le toit au-dessus de ma tête pour votre mariage extravagant? Ce n'est pas un risque, maman, dit Raphaël, comme s'il expliquait l'évidence à un enfant. C'est un investissement dans notre avenir. Après le mariage, j'aurai des connexions qui m'aideront à avancer dans ma carrière. Je pourrai te rembourser avec des intérêts. Raphaël, j'essaie de parler calmement. Tu as changé de boulot 5 fois ces 3 dernières années. Tu attends vraiment que je croie une promesse pareille? Cette fois, c'est différent. Il prend la main d'Élodie, comme s'il puisait de l'assurance en elle. J'ai Élodie pour me soutenir, et j'ai vraiment trouvé ma vocation dans la publicité. Élodie hoche la tête avec la même expression condescendante. Madame Beaumont, je comprends votre inquiétude, mais je vous assure, Raphaël est sur la bonne voie, et ce mariage n'est pas juste une célébration, mais une étape importante pour construire notre réseau social. Et puis, ajoute Raphaël sur un ton différent, c'est ce que font les mères normales. Les mamans, elles payent les mariages de leurs enfants, c'est la tradition. La tradition dit que ce sont les parents de la mariée qui payent le mariage. Je rétorque, bien que je sache que je m'accroche à des broutilles. C'est une coutume dépassée, dit Élodie. De nos jours, c'est payé par ceux qui peuvent. Mes parents sont morts quand j'étais adolescente, et je n'ai qu'une tante qui a du mal à joindre les deux bouts, et mon père ne nous a rien laissé, dit Raphaël. Juste toi, maman, et je sais que tu as beaucoup d'argent après la vente de l'épicerie. Je sens la colère monter en moi,
Il parle comme si je cachais une grande richesse. Raphaël, dis-je lentement, essayant de me contrôler. L'argent de la vente de l'épicerie a servi à rembourser les dettes de ton père et à m'assurer un minimum de confort pour ma vieillesse. Je n'ai pas le luxe de dépenser 260 000 € pour un événement d'un jour. Mais c'est mon mariage, s'exclame-t-il, et je reconnais dans sa voix les accents d'hystérie de son enfance. Tu ne veux pas que ton fils unique soit heureux? J'ai 3 enfants. Raphaël, je lui rappelle, et je veux que vous soyez tous heureux. Mais le bonheur ne se mesure pas au coût d'un mariage. C'est ce que tu penses. Il se renfonce dans sa chaise, croisant les bras sur la poitrine. Parce que tu n'as jamais accordé d'importance au statut et au prestige. Regarde comment tu vis, dans cette vieille maison, avec ses vieux meubles, sans ambition. Oui, Sesmos me blessant plus qu'il ne pourrait l'imaginer. Combien de nuits suis-je resté éveillé, me souciant de comment payer les factures tout en mettant quelque chose de côté pour son éducation? Combien de fois me suis-je privé de nouveaux vêtements pour lui acheter les dernières chaussures ou le dernier jeu vidéo? Raphaël, ma voix tremble. J'ai passé ma vie à prendre soin de toi, de ton frère et de ta sœur. Je ne le regrette pas. Mais maintenant, je dois penser à moi. J'ai 72 ans, une arthrite qui progresse et de l'hypertension. Mes économies sont tout ce que j'ai en cas de maladie grave. Nous prendrons soin de toi. S'il arrive quelque chose, dit Raphaël rapidement, mais il n'y a aucune certitude dans ses yeux. Comment? J'ai le regard droit dans les yeux. Tu arrives à peine à subvenir à tes propres besoins. Raphaël, tu vis de salaire en salaire, empruntant de l'argent tout le temps. Comment vas-tu t'occuper d'une mère âgée avec des problèmes médicaux? Il ouvre la bouche pour objecter, mais Élodie pose sa main sur son épaule, l'arrêtant. « Madame Beaumont, dit-elle de sa voix mélodieuse, maintenant teintée de froideur. Nous comprenons votre inquiétude, mais peut-être ne réalisez-vous pas à quel point ce mariage est important pour l'avenir de Raphaël, notre avenir. Ce n'est pas juste une célébration, c'est un investissement. C'est un investissement. Je répète, un investissement dans quoi exactement? Dans des relations, dans la réputation, dans le capital social, dit-elle avec l'assurance d'une présentation d'affaires. Dans le monde où nous travaillons, l'image est tout, et ce mariage nous donnera l'image dont nous avons besoin. Et puis, ajoute Raphaël avec une pointe d'accusation dans la voix, tu as toujours dit que tu ferais tout ce que tu pouvais pour moi, n'est-ce pas en ton pouvoir d'aider ton fils le jour le plus important de sa vie? Je les regarde tous les deux. Le fils que j'aime plus que tout, malgré ses défauts, et la femme froide et calculatrice qu'il s'apprête à épouser, et soudain, je réalise qu'ils sont faits l'un pour l'autre, vivant tous deux dans un monde d'illusions où l'éclat extérieur prime sur le contenu intérieur. Je ne peux pas vous donner 260 000 €, dis-je fermement. C'est toutes mes économies, et plus encore, je pourrais aider pour quelque chose de plus modeste, peut-être payer un photographe ou les fleurs. Un photographe ou des fleurs. Raphaël se lève d'un bond, le visage rouge de colère. Tu suggères qu'on se contente de quelque chose de médiocre, alors que tu as l'opportunité de nous offrir le meilleur. Je n'ai pas cette opportunité. Raphaël, je me lève aussi, sentant mes genoux trembler. Et si tu voulais vraiment épouser Élodie et pas seulement parader, tu réaliserais que ce n'est pas le prix du mariage qui compte, mais vos sentiments, l'un pour l'autre. Ne me fais pas la leçon. Il frappait du poing sur la table, faisant tressauter la vaisselle. Tu es juste égoïste toute ta vie. Tu n'as pensé qu'à toi. J'y recule, comme s'il m'avait frappé. Comment peut-il dire cela? Après
tous les sacrifices que j'ai faits pour lui. Raphaël. La voix d'Élodie tranche le silence tendu. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parte. Ta mère a clairement exprimé sa position. Elle se lève et prend sa main, comme pour le retenir d'autres éclats émotionnels. Oui, tu as raison. Raphaël inspire profondément, essayant de se calmer. Il n'y a plus rien à faire ici. Raphaël, s'il te plaît, je fais un pas vers lui, tendant la main. Discutons calmement. Peut-être qu'on peut trouver une solution qui nous conviendra à tous. Quel genre de solution, maman? Il me regarde amèrement. Tu as clairement dit que mon bonheur ne signifie rien pour toi. Ça compte. Et tu le sais. Je sens les larmes me monter aux yeux. Je ne peux juste pas risquer tout ce que j'ai pour un seul jour. Un jour qui définira le reste de nos vies, intervient Élodie. Mais bien sûr, vous n'avez pas à comprendre cela. Madame Beaumont. Il se dirige vers la porte, et je les suis, sentant tout ce que j'essayais de retenir s'effondrer. Ah, Raphaël, ne pas comme ça. Parlons. Il s'arrête dans l'embrasure et se retourne vers moi. Il y a un mélange de déception et de détermination dans ses yeux. Tu sais quoi, maman? Tu vas regretter ça. Nous trouverons un moyen d'avoir notre mariage sans ton aide. Et quand tu verras les photos dans les magazines et que tu réaliseras quelle opportunité tu as manquée, il sera trop tard. Raphaël, je tends la main vers lui, mais il se retourne et marche vers la voiture, où Élodie l'attend. Je reste sur le seuil, les regardant s'éloigner, et je sens une autre partie de ma vie s'effondrer. Tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai faits, et voilà comment ça se termine. Mon fils pense que je suis égoïste parce que je ne veux pas risquer mon avenir pour son mariage ostentatoire. La porte se ferme derrière eux, et je me retrouve seul dans le silence de la maison, où la table est encore dressée pour un dîner festif qui s'est transformé en désastre. La tarte aux mirabelles, la préférée de Raphaël, reste intacte. Je passe les 3 jours suivants dans un brouillard. Je claque les portes des placards, cuisine mécaniquement des plats que je ne peux pas manger, feuillette de vieux albums photos, où mon plus jeune fils me sourit, encore sans reproche ni calcul. Le téléphone reste silencieux. Raphaël n'a pas appelé, et j'hésite à l'appeler en premier. Que pourrais-je dire? Ma décision n'a pas changé, et je ne vais pas m'excuser de ne pas risquer mon avenir pour son caprice. Le 4e jour, le téléphone sonne. Je saisis le combiné, espérant entendre la voix de mon fils. « Eh, maman, c'est moi ?» J'y ressens à la fois du soulagement et de la tension. Raphaël semble inhabituellement calme, ce qui est plus inquiétant que ses éclats émotionnels habituels. Ah, Raphaël, je suis contente que tu appelles. Je voulais. Maman, je n'appelle pas pour discuter. M'interrompt-il? J'ai parlé avec Élodie, et nous avons décidé de te donner une autre chance. Une autre chance, comme si c'était moi qui les avais offensés. Raphaël, j'ai déjà expliqué ma position. Je n'ai tout simplement pas ce genre d'argent. Écoute-moi bien, maman. Je sais que tu as des économies. Je sais que tu peux contracter un prêt sur la maison. Tu ne veux juste pas aider ton fils. Raphaël, Non. Maintenant, écoute-moi. Sa voix devient plus dure. Tu te souviens quand j'ai renoncé à mon stage à Lyon pour être là pour toi après la mort de papa, comment j'étais le seul à t'aider à trier ses affaires? Quand Isabelle et Olivier ne se sont même pas montrés, je me souviens autrement, Raphaël est resté en ville, mais seulement parce qu'il n'avait pas été accepté pour ce stage. J'avais vu la lettre de refus qu'il avait oublié de ranger, et il aidait à contre-cœur, se plaignant constamment et s'absentant sous divers prétextes. Je me souviens, Raphaël,
Mais te souviens-tu quand je t'ai emmené chez le médecin après ton opération du genou il y a 3 ans, quand tes précieux aînés n'ont même pas appelé pour prendre de tes nouvelles? C'est un pur mensonge. Raphaël m'a emmené à l'hôpital une fois et a disparu pendant 1 semaine. Et Olivier venait tous les jours pour aider à la maison. Isabelle ne pouvait pas venir, mais elle appelait 2 fois par jour et a payé une infirmière. Raphaël, tu exagères. J'exagère. Sa voix se brise en un cri. Je suis le seul de tes enfants qui a toujours été là pour toi, et maintenant, quand j'ai besoin de ton aide, juste une fois dans ma vie, tu me refuses. Je prends une profonde inspiration, essayant de rester calme. Raphaël, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais 260 000 €, ce n'est pas juste de l'aide. C'est toutes mes économies. C'est ma sécurité pour ma vieillesse. Et qui s'occupera de toi dans ta vieillesse? Sinon tes enfants. Demande-t-il avec une logique glaciale. Mais si tu refuses de nous aider maintenant, pourquoi devrions-nous t'aider plus tard? C'est du chantage pur, et je sens la colère bouillir en moi. Tu me menaces, Raphaël. Tu dis que tu m'abandonneras dans ma vieillesse si je ne paye pas ton mariage. Je ne fais que souligner les faits. Maman, les relations, c'est du donnant-donnant. Tu ne m'aides pas. Je ne t'aide pas. C'est équitable. Je serre le téléphone si fort que mes jointures blanchissent. Ce n'est pas ce que je t'ai appris, Raphaël. Je t'ai appris à aider les autres, pas parce que tu attends quelque chose en retour, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Garde tes sermons, maman, ricane-t-il, et je peux presque voir ses lèvres se tordre de mépris. Le monde a changé, la sentimentalité est un luxe pour ceux qui peuvent se le permettre. Oh, je n'arrive pas à croire que tu penses vraiment ça, je murmure, sentant mes yeux se remplir de larmes. Crois-le, maman, et crois ceci, si tu ne veux pas nous aider avec l'argent pour le mariage, Élodie et moi allons te poursuivre en justice. Poursuivre? Je suis tellement choquée que je ne peux rien dire de plus cohérent. Oui, une poursuite? Nous avons des témoins qui témoigneront que tu as promis de payer mon mariage quand j'étais adolescent. Cette promesse est exécutoire. Je n'ai jamais promis ça, m'exclamai-je, retrouvant enfin ma voix. C'est parole contre parole. Maman, et tu sais quoi? Le tribunal croira plus probablement un jeune couple qui construit sa vie qu'une femme âgée qui a peut-être juste oublié sa promesse, surtout quand nous avons plusieurs témoins. Tout mens. Raphaël, je sens quelque chose se briser en moi. Tu es prêt à mentir sous serment pour obtenir l'argent. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour qu'Élodie et moi ayons le mariage que nous méritons, répond-il, sans une ombre de remords. Réfléchis-y, maman, tu as 1 semaine pour changer d'avis avant que nous ne déposions la plainte. Il raccroche, me laissant dans le silence assourdissant de la cuisine. Je m'assois lentement sur une chaise, sentant mes genoux trembler. Mon propre fils me menace d'un procès. Mon propre fils est prêt à mentir pour obtenir mon argent. La semaine passe comme dans un brouillard. Je dors à peine, rejouant sans cesse la conversation avec Raphaël dans ma tête, essayant de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Où ai-je échoué dans son éducation? Qu'ai-je fait de mal? Le 8e jour après son appel, la sonnette retintite. Sur le seuil se tient un jeune homme, en costume strict avec un dossier à la main. Et Madame Colette Beaumont, démente-t-il d'un ton formel. Oui, c'est moi. Vous avez une assignation. Il me tend une enveloppe. Les plaignants sont Raphaël Beaumont et Élodie Lefebvre. Vous êtes accusés de rupture de contrat oral et d'infliger un préjudice émotionnel,
L'audience est fixée dans 3 semaines au tribunal de Nantes. Je prends l'enveloppe de mes mains tremblantes. Le jeune homme hoche la tête et s'en va, me laissant debout dans l'embrasure. Incapable de bouger, il l'a vraiment fait. Mon fils m'a vraiment poursuivi en justice. Je ferme la porte et marche lentement dans le salon, m'effondrant dans un fauteuil, serrant toujours l'enveloppe dans mes mains. Préjudice émotionnel, rupture de contrat oral. Les mots dansent devant mes yeux, refusant de former des phrases cohérentes. Je ne sais pas combien de temps je reste ainsi, fixant le même point. Quand je me réveille enfin, il fait noir dehors. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Engager un avocat? Je n'ai pas ce genre d'argent. Me défendre moi-même. Je ne connais rien au droit, et puis, ça me frappe. Isabelle, ma fille aînée, est avocate spécialisée dans les affaires civiles. Nous n'avons pas été proches depuis des années. Elle ne m'a jamais pardonné de ne pas avoir quitté Gaston quand sa consommation d'alcool est devenue insupportable. Mais en ce moment, j'ai besoin de son aide. Je jette un œil à l'horloge. Il est presque 22 heures. Trop tard pour un appel. Peut-être. Mais je n'ai pas le choix. Le cœur battant, je composai le numéro d'Isabelle. Après la 5e sonnerie, elle répond. Isabelle Beaumont. Sa voix est professionnelle et détachée. Isabelle, c'est maman, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Une pause, puis maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais aussi tard. J'ai besoin de ton aide, ma chérie. Je prends une profonde inspiration. Raphaël me poursuit en justice. Quoi? Elle semble sincèrement surprise. Raphaël te poursuit. Pourquoi? Pour avoir refusé de payer son mariage avec Élodie. Attends. Quoi? Quel mariage? Quelle Élodie? Maman recommence depuis le début. Et je lui raconte tout. La visite de Raphaël avec sa fiancée. Leur demande de payer un mariage à 260 000 €. Mon refus. Son appel menaçante. Et enfin, l'assignation. Isabelle écoute en silence, m'interrompant parfois avec de courtes questions. Quand j'ai fini, elle reste silencieuse longtemps, puis dit un mot. Salaud. Isabelle, ne dis pas ça de ton frère, dis-je automatiquement, bien que je sois d'accord avec elle dans mon cœur. Maman, il te fait chanter et intente un procès bidon. Comment devrais-je l'appeler? Elle soupire. Écoute, je prends l'avion demain. Il faut que je voie cette assignation et que je te parle en personne. Tu viens? Je n'en crois pas mes oreilles. Mais ton travail, ta famille. Je prendrai quelques jours de congé et Marc s'en sortira avec les enfants pendant quelques jours. C'est important. Maman, je ne vais pas laisser Raphaël te terroriser. Je sens une boule dans la gorge. Merci, ma chérie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne me remercie pas avant que j'aie gagné l'affaire, dit-elle avec l'assurance d'une professionnelle. Je serai là demain soir. Viens me chercher à l'aéroport à 19 heures. D'accord? Bien sûr, ma chérie, je serai là. Oishi, eso. Maman. Elle marque une pause. Je suis contente que tu aies appelé. Je suis désolée qu'il ait fallu une situation comme celle-ci. Moi aussi, ma chérie. Je murmure. Moi aussi. Le lendemain, je retrouve Isabelle à l'aéroport. Elle a changé depuis la dernière fois que je l'ai vue à Noël il y a 2 ans. Elle est plus confiante, plus élégante. Son tailleur lui va à la perfection. Sa coupe est courte, met en valeur son cou gracieux. Isabelle a toujours été la plus belle de mes enfants, bien qu'elle n'en ait jamais fait grand cas. Maman, elle m'enlace, et je sens son parfum subtil et coûteux. Tu as perdu du poids.
et tu as l'air fatigué. Les dernières semaines n'ont pas été les plus faciles. J'admets avec un sourire forcé, mais maintenant que tu es là, je me sens mieux. Nous rentrons à la maison, et tout le long du trajet, Isabelle me pose des questions sur les détails. Quand exactement Raphaël a présenté Élodie, ce qu'ils ont dit précisément sur le mariage, comment ils ont formulé leur demande d'argent. Elle note mes réponses dans un petit carnet, fronçant parfois les sourcils et secouant la tête. À la maison, je lui montre l'assignation. Isabelle examine le document, prenant des notes. Il demande 260 000 € de dommages et intérêts et les frais de justice. Dit-elle, posant les papiers. Les motifs sont la rupture d'un contrat oral et un préjudice émotionnel. Ils prétendent que tu as promis à Raphaël de payer son mariage quand il avait 16 ans, et que cette promesse faisait partie d'un accord familial. « Je n'ai jamais promis une telle chose, » m'exclamai-je. J'ai peut-être dit quelque chose comme « Un jour, tu te marieras, et nous aurons un beau mariage. » Mais c'était juste une parole de mère. Pas une promesse de payer une célébration extravagante à 260 000 €. Je te crois, maman. Isabelle pose sa main sur la mienne. Et le tribunal te croira aussi. Les contrats oraux doivent être spécifiques et mutuellement bénéfiques pour être exécutoires. Les promesses vagues ne rentrent pas dans cette définition. Cham. Mais Raphaël a dit qu'il avait des témoins. Je m'inquiète encore. Et s'il a trouvé quelqu'un pour mentir sous serment, alors nous démantèlerons leur témoignage lors du contre-interrogatoire, dit Isabelle avec une telle assurance que je me sens involontairement soulagée. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur la relation de Raphaël avec toi et l'argent. T'a-t-il souvent demandé de l'argent? J'ai grimace tristement. Et tout le temps. Depuis qu'il a terminé le lycée, d'abord pour l'université, puis pour un appartement, ensuite pour une voiture, puis pour des réparations de voitures. La liste est longue. Es-tu donné? Habituellement. Je sens mes joues rougir de honte, parfois comme un cadeau, parfois comme un prêt qu'il promettait de rembourser, mais qu'il n'a jamais fait. As-tu des preuves de ces prêts? Chèques, relevés bancaires, reçus. J'y ai pensé, il doit y avoir des relevés bancaires. Je garde tous mes registres bancaires et j'ai un carnet où je note combien j'ai donné et pourquoi. Je sais que c'est bête. Ce n'est pas bête, maman. Isabelle me regarde sérieusement. Ça pourrait te sauver au tribunal. Où est ce carnet? Je me lève et me dirige vers le secrétaire dans le coin du salon. J'ouvre le tiroir du haut et en sors un carnet usé relié de cuir. Voilà. Je le tends à Isabelle. J'ai commencé à le tenir après la mort de ton père, quand Raphaël a commencé à demander de l'argent particulièrement souvent. Isabelle ouvre le carnet et feuillette les pages. Ses sourcils se haussent de plus en plus. Maman, il y a des dizaines de milliers d'euros ici sur les 10 dernières années, et ce ne sont que les prêts, sans compter ce que tu lui as donné pour les anniversaires et les fêtes. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de honte et de soulagement que quelqu'un voit. Enfin, combien j'ai donné à mon plus jeune fils? Je sais, j'essayais de l'aider à se remettre sur pied, mais à chaque fois, quelque chose de nouveau arrivait. Il perdait son emploi, ou sa voiture tombait en panne, ou il devait rembourser des dettes de carte de crédit. T'a-t-il jamais remboursé une partie de cet argent? Demande Isabelle, bien que son ton indique qu'elle connaît déjà la réponse. Non. Je secoue la tête, toujours en promettant, mais jamais en remboursant. Isabelle fermait le carnet et le pose sur la table. Maman, je pense qu'on devrait contre-attaquer. Une contre-attaque?
Je ne comprends pas de quoi elle parle. Pourquoi? Pour les prêts non remboursés. Isabelle se redresse, une lueur prédatrice dans les yeux que je n'ai jamais vue auparavant. Raphaël veut jouer sale? Très bien, nous allons lui montrer ce que ça signifie. Nous demanderons tout l'argent que tu lui as prêté au fil des ans, avec intérêt. Mais il ne pourra jamais rembourser autant. J'objecte, choqué par sa suggestion. Exactement. Isabelle sourit, et il n'y a rien de chaleureux dans ce sourire. Et quand le juge verra combien tu as déjà donné à Raphaël et combien il te doit, son procès semblera non seulement sans fondement, mais carrément insolent. Ah, je regarde ma fille, ne la reconnaissant pas, quand cette petite fille avec des couettes, qui pleurait pour chaque oiseau blessé, s'est-elle transformée en une stratège aussi impitoyable? Penses-tu vraiment qu'on devrait faire ça? J'ai demande, incertaine, si ça pourrait ruiner notre famille pour toujours. Maman. Isabelle prend mes mains. Raphaël a déjà détruit la famille quand il a décidé de te poursuivre. Il a déclaré la guerre, et nous devons nous défendre, pas par vengeance, mais pour te protéger et protéger ton avenir. J'éprends une profonde inspiration. Elle a raison, aussi amère que cela puisse paraître. Ah, d'accord, dis-je. Enfin, déposons une contre-attaque. Isabelle hoche la tête et rouvre son carnet. Je préparerai tous les documents. Nous aurons besoin des relevés bancaires, des déclarations de témoins. Peut-être qu'Olivier peut corroborer certains faits et toutes les preuves que nous pouvons rassembler. Sastronch. Olivier, je suis surprise. Tu veux entraîner Olivier là-dedans? Maman, c'est une affaire familiale. Olivier doit savoir ce qui se passe et décider de quel côté il est. Je n'avais jamais pensé en ces termes. De quel côté? Mais Isabelle a raison. Raphaël, avec son procès, nous a tous forcés à choisir un camp. Je l'appellerai demain, dis-je fatigué. Il est trop tard maintenant. Bien. Isabelle se lève. Maintenant, tu dois te reposer. Nous aurons beaucoup de travail demain. Elle se penchait et m'embrasse sur la joue. Un geste que je n'ai pas vu d'elle depuis des années. Bonne nuit, maman. Et ne t'inquiète pas, nous ne laisserons pas Raphaël gagner cette bataille. Je la regarde monter les escaliers, confiante, forte, déterminée, ma fille venue me protéger. Malgré des années d'éloignement, peut-être que quelque chose de bon sortira de tout ce cauchemar. Pensais-je, peut-être que je pourrais enfin reconstruire une relation avec au moins l'un de mes enfants aînés. Le lendemain, Isabelle et moi commençons à préparer le procès. Elle a rédigé une contre-plainte, exigeant que Raphaël rembourse tout l'argent que je lui ai prêté au cours des 10 dernières années. Une somme qu'elle estime à plus de 105 000 €, sans compter les intérêts. Nous déposerons la contre-plainte demain, dit Isabelle, fermant son ordinateur portable, et nous verrons comment Raphaël réagit quand il recevra l'assignation. Je n'avais jamais été au tribunal. L'imposante structure en pierre avec ses hautes colonnes et son large escalier était à la fois impressionnante et troublante. La main d'Isabelle, soutenant mon coup d'œil, était la seule chose qui me donnait la force de gravir ces marches. « Tout va bien se passer, maman, » dit-elle, comme si elle lisait dans mes pensées. Nous avons un dossier solide et des preuves irréfutables. J'ai houré la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Les 3 dernières semaines ont passé dans une préparation fébrile. Isabelle a travaillé comme une possédée, rassemblant des documents, interrogeant des témoins, élaborant la stratégie de défense. Olivier, en apprenant ce qui se passait, a immédiatement pris mon parti et fourni une déclaration sous serment sur la manière dont Raphaël a profité de ma gentillesse pendant des années. À l'intérieur, le tribunal est encore plus impressionnant.
sols en marbre, plafond haut, lourdes portes en bois. Nous trouvons la bonne salle et prenons place à la table des défendeurs. Isabelle dispose des dossiers soigneusement rangés devant elle, numérotés et marqués de stickers colorés. « Les voilà !» murmure-t-elle, hochant la tête vers l'entrée. Je me retourne et vois Raphaël et Élodie entrer dans la salle. Mon fils semble tendu mais déterminé. Il porte un costume coûteux que je suis sûre qu'il ne peut pas se permettre. Élodie, impeccable comme toujours, marche à côté de lui, la tête haute. Leur avocat suit, un sourire satisfait sur le visage. Nos yeux rencontrent ceux de Raphaël à travers la salle, et je sens mon cœur se serrer. Il n'y a pas une ombre de remords ou de doute dans son regard, seulement une froide détermination. Il détourne rapidement les yeux et s'assoit à la table des plaignants, chuchotant quelque chose à Élodie. Le juge, un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux perspicaces, entre dans la salle. Le juge Moreau, comme l'annonce le greffier, a une réputation d'équité et de sévérité. Levez-vous. Affaire numéro 827, fraction 25. Raphaël Beaumont et Élodie Lefebvre contre Colette Beaumont, devant le juge André Moreau. Nous nous levons, et je sens mes genoux trembler. Le juge prend place et regarde attentivement les deux parties. « Asseyez-vous », dit-il, et sa voix est calme et confiante. Nous sommes ici pour entendre une plainte pour rupture de contrat oral et préjudice émotionnel, ainsi qu'une contre-plainte pour prêt non remboursé. Avant de commencer, je veux rappeler à tous ici que c'est une affaire familiale et j'espère que, malgré leurs différends, les parties resteront respectueuses les unes envers les autres. Antoine Dubois, l'avocat de Raphaël, se lève et s'avance au centre de la salle. Votre honneur, mes clients, Raphaël Beaumont et Élodie Lefebvre, un couple fiancé planifiant un mariage, font face à une rupture perfide de promesses de la part de la mère de M. Beaumont, la défenderesse Colette Beaumont. Il marque une pause dramatique, jetant un regard autour de la salle où plusieurs spectateurs se sont déjà rassemblés, principalement des journalistes du journal local et des résidents curieux de Nantes attirés par cette affaire inhabituelle. Quand M. Beaumont avait 16 ans, sa mère lui a promis qu'elle paierait son mariage le moment venu. Ce n'était pas une remarque anodine, mais une promesse sérieuse, faite en présence de témoins. Même Beaumont a construit ses projets de vie autour de cette promesse, et maintenant qu'il a enfin trouvé l'amour de sa vie et se prépare à se marier, sa mère revient sur sa promesse, rompant ainsi un contrat oral et causant à mes clients un préjudice émotionnel important. J'écoute ce discours avec une indignation croissante. Chaque mot est un mensonge ou une distorsion de la vérité. Je n'ai jamais fait une telle promesse à Raphaël, et il le sait bien. Isabelle se lève pour sa déclaration d'ouverture. Votre honneur, les allégations des plaignants ne sont pas seulement sans fondement, elles constituent une tentative de fraude financière. Ma cliente, Colette Beaumont, n'a jamais promis à son fils de payer son mariage, encore moins un mariage coûtant 260 000 €, une somme qui dépasse toutes ses économies. Isabelle marque une pause, laissant cette information pénétrer l'esprit des présents. De plus, Raphaël Beaumont a été soutenu financièrement par sa mère pendant des années. Lui, empruntant de grosses sommes d'argent qu'il n'a jamais remboursées. Comme indiqué dans la contre-plainte, le montant total des prêts non remboursés s'élève à plus de 105 000 €. Hors intérêts, un murmure surpris parcourt la salle. Je remarque certains spectateurs se tourner pour regarder Raphaël, qui semble maintenant moins sûr de lui. Raphaël est le premier témoin appelé. Après avoir prêté serment, il s'assoit, regardant droit devant lui, évitant mon regard.
Beaumont, commence Dubois. Parlez au tribunal du jour où votre mère a promis de payer votre mariage. Raphaël se racle la gorge et commence à parler. C'était le jour de mon 16e anniversaire. Nous étions assis autour d'une table festive. Moi, maman, papa et quelques amis de la famille. Nous discutions de mon avenir. Et maman a dit « Ne t'inquiète pas pour l'argent. Raphaël, papa et moi, nous occuperons de ton éducation. Et quand il sera temps de te marier, je payerai ton mariage. C'est une promesse ?» Je serre les poings sous la table. C'est un pur mensonge. Le jour du 16e anniversaire de Raphaël, Gaston était si ivre qu'il pouvait à peine parler, et nous n'avions même pas eu de dîner festif, juste un gâteau rapide après l'école, jusqu'à ce que papa revienne du café. Et qui était présent à cette conversation? Des Mandes Dubois. Nos voisins, Paul et Madeleine Fournier, mon ami du lycée Lucas Moreau, et bien sûr, mon père. Lors du contre-interrogatoire, Isabelle démantèle magistralement la version de Raphaël. Ah, M. Beaumont, vous prétendez que votre mère a promis de payer votre mariage le jour de votre 16e anniversaire en présence de Paul et Madeleine Fournier, Lucas Moreau, et votre père. Est-ce correct? Oui, c'est correct, répond Raphaël avec assurance. Intéressant. Isabelle s'approche du bureau et prend l'un de ses dossiers, parce que j'ai ici une déclaration notariée de Lucas Moreau indiquant qu'il n'a pas assisté à votre fête de 16e anniversaire, car il était à l'hôpital ce jour-là pour une appendicite. J'ai aussi des dossiers médicaux qui confirment ce fait. On murmurait parcourt la salle. Raphaël pâlit légèrement, mais se ressaisit rapidement. J'ai dû me tromper. Ce n'était pas Lucas, mais un autre ami. Ça. Quel ami? Démande Isabelle, ne lui laissant pas le temps de réfléchir. Je ne me souviens pas exactement, c'était il y a des années. Et Paul et Madeleine Fournier, êtes-vous sûr qu'ils étaient présents? Absolument, dit Raphaël fermement. Alors, comment expliquez-vous le fait que Paul Fournier est mort 2 ans avant votre 16e anniversaire? Isabelle sort d'un autre document du dossier. J'ai ici l'acte de décès de Paul Fournier et une nécrologie du journal local. Le visage de Raphaël exprime maintenant une inquiétude évidente. Il jette un rapide coup d'œil à son avocat, qui semble tout aussi anxieux. Isabelle continue son interrogatoire. Vous avez prétendu avoir toujours été proche de votre mère, surtout après la mort de votre père. À quelle fréquence lui avez-vous rendu visite l'année dernière? Raphaël se tortille sur son siège. J'ai été occupé par le travail, mais j'ai essayé de lui rendre visite aussi souvent que possible. Et l'automne dernier, quand votre mère a subi une opération du genou, combien de fois lui avez-vous rendu visite pendant sa rééducation? J'étais très occupé par le travail à ce moment-là. Vous voulez dire aucune fois? Isabelle hausse un sourcil. J'ai des déclarations de l'infirmière qui s'est occupée de maman et de notre frère Olivier, qui venait tous les jours. Tous deux affirment que vous n'êtes pas venu une seule fois pendant les 2 semaines de sa récupération. J'ai appelé, objecte Raphaël, 1 fois par semaine pour demander de l'argent pour un nouvel ordinateur, rétorque Isabelle. Beaumont. Parlons d'argent. Combien de fois au cours des 10 dernières années avez-vous emprunté de l'argent à votre mère? Parfois, elle m'a aidé financièrement, répond Raphaël prudemment. Comme toute mère aide son enfant. Combien de fois exactement et pour quel montant total? Je n'ai pas tenu de compte. Heureusement, votre mère l'a fait. Isabelle sort le carnet relié de cuir. Selon ces registres, appuyés par des relevés bancaires, vous lui avez emprunté 105 640 € au cours des 10 dernières années.
Avez-vous remboursé ne serait-ce qu'un centime de cette somme? Raphaël reste silencieux, son visage rouge de colère ou de honte. Je ne peux pas dire. Ah, M. Beaumont, répondez à la question. Rappelle le juge. Non. Dit Raphaël enfin. Mais j'allais le faire. Je n'ai juste pas encore eu l'opportunité. Vous avez l'opportunité de planifier un mariage à 260 000 €. Isabelle secoue la tête. Et homme, Beaumont, savez-vous pourquoi votre mère a économisé tout cet argent? La vieille. Yes, je suppose, marmonnait Raphaël. Pour les frais médicaux? Isabelle s'approche du juge et lui tend un dossier. Ça, votre honneur. Voici les dossiers médicaux de ma cliente. Elle souffre d'une arthrite avancée qui nécessite un traitement coûteux et de problèmes cardiaques qui pourraient bientôt exiger une opération. Son assurance santé ne couvre qu'une fraction des coûts. L'argent que le plaignant demande pour son mariage extravagant est littéralement l'argent pour sauver la vie de sa mère. Le juge examine les documents et son visage devient sérieux. Il regarde Raphaël et il y a de la condamnation dans ses yeux. Beaumont, étiez-vous conscient des problèmes médicaux de votre mère? Oui, je savais qu'elle avait des problèmes de santé, répond Raphaël incertain, mais je ne pensais pas qu'ils étaient si graves. Parce que vous n'avez jamais demandé, remarque Isabelle. Je n'ai plus de questions pour le témoin. Votre honneur. Le témoin suivant est Élodie. Elle est impeccable dans son costume coûteux et parle avec assurance, confirmant la version de Raphaël. Sous le contre-interrogatoire d'Isabelle, cependant, elle se trouble sur les détails et il devient évident que son témoignage a été soigneusement répété, mais ne résiste pas à un examen critique. Dubois appelle ensuite Madeleine Fournier, la veuve de Paul, qui aurait été présente à cette conversation lors de l'anniversaire de Raphaël. Madame Fournier, commence Dubois. Étiez-vous présente à la fête du 16e anniversaire de Raphaël Beaumont? Oui, bien sûr, répond-elle avec assurance. Mon défunt, Marie et moi étions de bons amis de la famille Beaumont. Et vous avez entendu Colette Beaumont promettre de payer le mariage de son fils? Ça, absolument, dit-elle. Quand il sera temps de te marier, je payerai ton mariage. C'est une promesse. Oh, je m'en souviens bien, parce que j'ai pensé que c'était très généreux de sa part. Isabelle détruit rapidement ce témoignage également, révélant que Madeleine est une tante d'Élodie, ce qui compromet la crédibilité de son témoignage. Quand vient le tour de la défense, Isabelle m'appelle. Je m'assois sur le banc des témoins, sentant mon cœur battre fort. Madame Beaumont, commence Isabelle d'un ton formel, avez-vous jamais promis à votre fils Raphaël de payer son mariage? Non, je réponds fermement. J'ai peut-être dit quelque chose comme « Un jour, tu te marieras et nous aurons un beau mariage ». Mais c'était juste une parole de mère, pas une promesse spécifique de payer un mariage à 260 000 €. Parlez au tribunal de votre situation financière. J'éprends une profonde inspiration. Après la mort de mon mari il y a 10 ans, j'ai vendu notre épicerie fine. Les recettes ont servi à rembourser les dettes de Gaston et à constituer un petit fonds d'urgence pour ma vieillesse. Je vis d'une petite pension et des intérêts de ces économies. Au cours des 10 dernières années, j'ai prêté à Raphaël une somme considérable de mon argent, espérant l'aider à se remettre sur pied. Et combien lui avez-vous prêté exactement? C'est plus de 150 €. Je regarde Raphaël qui baisse les yeux. Je l'ai toujours aidé, chaque fois que je pouvais, payer pour son éducation, régler ses dettes de carte de crédit plusieurs fois, donner de l'argent pour le loyer quand il a été expulsé pour non-paiement.
Je ne lui ai jamais dit non, jusqu'à ce qu'il demande une somme qui m'aurait pratiquement ruiné. Pourquoi est-il si important pour vous de garder ces économies? J'ai de graves problèmes de santé, dis-je calmement, bien que mon cœur souffre à l'idée de discuter de choses si personnelles en public. Mon arthrite s'aggrave, et les médecins disent que je pourrais bientôt avoir besoin d'une opération de remplacement articulaire. J'ai aussi des problèmes cardiaques qui pourraient également nécessiter une opération. Mon assurance santé ne couvre pas beaucoup de ces coûts, et sans économie, je ne pourrais pas obtenir le traitement dont j'ai besoin. Après moi, Isabelle appelle Olivier, qui a pris l'avion spécialement pour le procès. Mon fils cadet parle avec confiance et sincérité, décrivant comment Raphaël a profité de ma générosité pendant des années, se montrant rarement quand il fallait aider, mais toujours présent quand il s'agissait d'argent. Maman ne lui a jamais dit non, dit Olivier, regardant son frère avec une déception non dissimulée. Elle disait toujours: il est encore jeune, tout est devant lui. Et même quand Isabelle et moi voyons qu'il se contentait de l'exploiter. Ensuite, les voisins témoignent, confirmant que Raphaël me rendait rarement visite. Même quand j'étais malade, l'infirmière qui s'est occupée de moi après mon opération du genou raconte que Raphaël n'est jamais venu une seule fois pendant la rééducation, alors qu'Olivier venait tous les jours. Enfin, mon médecin, le docteur Leroux, confirme la gravité de mes problèmes médicaux et la nécessité d'un traitement coûteux dans un avenir proche, ça sans ressources financières adéquates. Conclut-il, la qualité de vie de Madame Beaumont serait grandement diminuée, et dans le pire des cas, son état pourrait devenir mortel. Quand tous les témoins ont été interrogés, le juge annonce qu'il est prêt à rendre son verdict. La salle se tait. Je regarde Raphaël, qui semble maintenant pâle et incertain. Élodie est assise à côté de lui, son visage impénétrable. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, commence le juge Moreau. Je conclus que la plainte de Raphaël Beaumont et Élodie Lefebvre est sans fondement. Il n'y a pas de preuves suffisantes d'un contrat oral entre Colette Beaumont et son fils concernant le paiement du mariage. De plus, les témoignages des plaignants et de leurs témoins contiennent des contradictions substantielles qui compromettent leur crédibilité. Un soupir de soulagement parcourt la salle. Je sens Isabelle serrer ma main. Quant à la contre-plainte, poursuit le juge, le tribunal reconnaît que Raphaël Beaumont doit à sa mère une somme considérable d'argent, empruntée et non remboursée. Le tribunal ordonne qu'il rembourse à Colette Beaumont 105 140 €, avec des intérêts au taux de 5% par an, à partir de la date de chaque prêt. Dieu regarde Raphaël, son visage se tord d'horreur, réalisant toute l'ampleur de sa défaite. Non seulement il n'a pas obtenu l'argent qu'il voulait, mais il est maintenant obligé de rembourser tout ce qu'il m'a emprunté au fil des ans. Pire encore, toute la ville sait maintenant qu'il a essayé de poursuivre sa mère malade pour ses dernières économies pour un mariage extravagant. Élodie lui murmure quelque chose à l'oreille, son visage exprimant une froide déception. Raphaël hoche lentement la tête, sans la regarder. Le jugement est ainsi prononcé, conclut le juge Moreau avec un coup de marteau. La cour est levée. Isabelle m'enlace, murmurant des mots de félicitation. Je ressens un étrange mélange de soulagement et d'amertume. J'ai gagné l'affaire, mais j'ai perdu mon fils, bien que, pour être honnête, je l'avais perdu bien avant d'être dans cette salle d'audience. En quittant la salle, je regarde Raphaël et Élodie sortir précipitamment du bâtiment par une sortie latérale, évitant les journalistes qui se pressent déjà à l'entrée principale. Le visage de mon fils est tordu d'horreur et d'humiliation. Horreur face à la dette qu'il doit maintenant payer,
et humiliation face au fait que toute la ville a appris qu'il a essayé d'escroquer sa propre mère. Quand le juge Moreau a annoncé sa décision, je ressens une étrange légèreté, comme si le poids qui pesait sur mes épaules depuis des années avait soudain disparu. Le tribunal a rejeté intégralement la plainte de Raphaël, et de plus, lui a ordonné de me rembourser tout l'argent qu'il m'avait emprunté au fil des ans, 105 €, plus les intérêts. Tu as gagné, maman, m'enlace Isabelle dans la salle d'audience. La justice a été rendue. Je hoque la tête, incapable de dire un mot. Oui, c'était une victoire. Mais à quel prix? Mon plus jeune fils se tient de l'autre côté de la salle, son visage tordu de choc et d'humiliation. Nos yeux se rencontrent un instant, et je vois quelque chose de nouveau dans son regard, pas de la colère, pas du ressentiment, mais une prise de conscience de ce qu'il a fait, et peut-être de la honte, mais le moment est de courte durée. Élodie, dont le visage exprime une fureur froide, attrape son bras et le tire vers la sortie. Il quitte la salle sans un mot. Je ne savais pas alors si je reverrais jamais mon fils. Isabelle et Olivier m'entourent de soins, m'empêchant de sombrer dans des pensées tristes. Nous sortons du tribunal sous les clics des appareils photos des journalistes locaux. L'histoire d'une mère dont le propre fils a essayé de lui voler ses dernières économies est trop croustillante pour une petite ville. « Ne fais pas attention, » murmure Isabelle, en me conduisant à la voiture. « Demain, ils trouveront une nouvelle sensation. » À la maison, nous avons un dîner festif organisé par Sophie, la femme d'Olivier. Elle est venue avec les enfants pendant que nous étions au tribunal et a cuisiné mes plats préférés. Mes petits-enfants, Léo, 10 ans, Clara, 8 ans, et Jules, 5 ans, se précipitent vers moi, m'enlaçant et racontant leurs aventures. « Ah, mamie, j'ai gagné la compétition de natation de l'école !» crie Léo. « Et moi, j'ai fait un dessin qui est accroché dans le couloir de l'école !» ajoute Clara. « Et moi, j'ai appris à lasser mes chaussures !» déclare fièrement le petit Jules. Montrant ses souliers, je les serre dans mes bras, riant à travers mes larmes. Ça faisait si longtemps qu'ils n'étaient pas venus chez moi, combien j'avais manqué de leur vie. Au dîner, Olivier lève son verre. « À maman, qui a toujours été notre roc et n'a jamais rien demandé en retour. Nous te devons des excuses, maman, mais les choses seront différentes maintenant. » Tout le monde se joint au toast. Même les enfants lèvent sérieusement leur verre de jus, répétant « à mamie ». Plus tard, quand les enfants sont endormis et que nous sommes assis dans le salon avec des tasses de thé, Isabelle dit quelque chose qu'elle voulait visiblement dire depuis longtemps. « Maman, je veux m'excuser pour toutes ces années d'éloignement. J'étais tellement en colère contre toi de ne pas avoir quitté papa quand sa consommation d'alcool est devenue insupportable. Je pensais que c'était de la faiblesse, mais maintenant je réalise que c'était de la force de rester et de continuer à prendre soin de nous. Quoi qu'il arrive. » Je prends sa main. « Tu n'as pas à t'excuser. Ma chérie, nous avons tous fait ce que nous pensions être juste, et je ne t'ai jamais tenu rigueur. » « Je devrais m'excuser aussi, » intervient Olivier. « Je n'étais pas là autant que j'aurais dû. J'ai toujours eu des excuses. Le travail, les enfants, la maison, mais la vérité, c'est que je ne voulais pas te voir vieillir et Raphaël profiter de ta gentillesse. Vous étiez tous les deux occupés par vos vies. Je réponds, c'est normal. Vous avez vos familles, vos soucis. Mais tu es aussi notre famille, dit Isabelle fermement. Et nous n'aurions pas dû l'oublier? Nous parlons tard dans la nuit, évoquant le passé, partageant des histoires de nos vies, faisant des plans pour l'avenir.
pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que mes enfants aînés sont vraiment avec moi, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, le lendemain matin. Au petit déjeuner, Isabelle annonce sa décision. J'ai pris 1 mois de congé, je veux rester ici avec toi. Maman, nous avons beaucoup de temps à rattraper. Je suis tellement touchée que je ne peux retenir mes larmes. Mais ton travail, ta famille. Marc s'en sortira avec les enfants, sourit-elle. De plus, ils viendront pour le week-end, et le travail ne va nulle part. Je peux faire certaines choses à distance. Olivier a aussi décidé de prendre 1 semaine de congé pour passer du temps avec moi et Isabelle. Sophie et les enfants resteront aussi, dit-il. La maison sera pleine de vie, comme au bon vieux temps. Je n'en crois pas mon bonheur. Après tant d'années de solitude, ma maison est à nouveau remplie de voix, de rires et de chaleur. 1 semaine après le procès, je reçois une lettre de Raphaël, une courte note, juste quelques lignes. Maman, je ne sais pas si je pourrai jamais me racheter pour ce que j'ai fait, mais je vais essayer. Élodie est partie. Je pense que c'est mieux ainsi. Je recommence à 0. Raphaël. Passe d'excuses. Pas de promesse de remboursement. Mais je ne m'y attendais pas. Que Raphaël admette qu'il a eu tort est déjà un grand pas. Donne-lui du temps, dit Isabelle. Quand je lui montre la lettre, il a beaucoup à réaliser. J'y hoche la tête, sachant qu'elle a raison. Peu importe combien Raphaël m'a blessé, il reste mon fils, et je l'aime encore. Quoi qu'il arrive, le journal local publie un article sur notre affaire sous le titre « Une mère gagne son procès contre son fils qui exigeait de l'argent pour son mariage ». La journaliste, une jeune femme nommée Lise Martin, demande à m'interviewer. J'accepte, espérant que mon histoire aidera d'autres seniors dans une situation similaire. Ah, Madame Beaumont, demande-t-elle, quel conseil donneriez-vous aux autres parents dont les enfants adultes exigent un soutien financier? J'y réfléchis. Je dirais, aimez vos enfants, aidez-les quand vous pouvez, mais pas à votre détriment. Vous avez droit à votre vie, à vos projets, à votre sécurité, et le véritable amour ne devrait jamais être à sens unique. L'article suscite une réponse inattendue. Les gens commencent à m'appeler et à m'écrire, certains pour partager des histoires similaires, d'autres pour exprimer leur soutien. Céline du club de lecture suggère que j'en devienne la présidente. Tu as une expérience de vie et une sagesse qui valent la peine d'être partagées, dit-elle. Et tu as toujours aimé les livres. Ainsi, je deviens la présidente du club de lecture à la bibliothèque municipale de Nantes. Nous nous réunissons 1 fois par semaine, discutant non seulement des livres, mais aussi de la vie, partageant des histoires et des expériences. Beaucoup de participants sont âgés comme moi, mais peu à peu, des personnes plus jeunes commencent à nous rejoindre. C'est incroyable de voir différentes générations trouver un terrain d'entente à travers la littérature. Isabelle, observant mes nouveaux projets, dit un jour « Tu sais, maman, tu as toujours aimé enseigner. Tu pourrais donner des cours ou des ateliers au centre communautaire ?» L'idée me semble absurde au début. Moi, une femme simple sans diplôme universitaire. Que pourrais-je enseigner aux autres? Tu as beaucoup d'expérience en affaires, me rappelle Isabelle. Toi et papa y avez tenu une épicerie fine pendant des décennies. Tu es aussi une excellente cuisinière, tricoteuse. Tu connais beaucoup d'histoires sur notre ville. J'y réfléchis et je décide de tenter ma chance. Je postule au centre communautaire pour un cours intitulé « Économie domestique pour la vie moderne ». À ma surprise, la candidature est acceptée avec enthousiasme. Et encore plus surprenant, 15 personnes assistent nos premiers cours, des adolescents aux jeunes parents. À l'école,
On nous apprend les mathématiques et la chimie. Dites une jeune mère. Mais personne n'explique comment planifier un budget, cuisiner un repas simple ou réparer des chaussettes qui fuient. C'est ainsi que je deviens enseignante. J'enseigne 2 fois par semaine, partageant des compétences pratiques et une sagesse du monde. Voir les yeux de mes élèves s'illuminer quand ils apprennent une nouvelle compétence est incroyablement inspirant. Je décide de dépenser une partie de l'argent du procès, bien que Raphaël n'ait remboursé qu'une petite partie pour l'instant. Pour moi, toute ma vie, j'ai économisé, me privant de petits plaisirs. Maintenant, il est temps de vivre pour moi. Ma première folie est un voyage en Bourgogne et Toscane, un rêve de toujours. Isabelle m'aide à organiser une tournée de 2 semaines. J'ai peur d'y aller seule. Alors Olivier suggère que son fils aîné, mon petit-fils Léo, m'accompagne. Ce serait bon pour lui de passer du temps avec sa grand-mère et de voir le monde, dit-il. Et tu te sentiras plus à l'aise avec un compagnon. Ce voyage est l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Voir les vignobles de Bourgogne, les collines toscanes, goûter de vrais vins français et des pâtes italiennes, marcher dans les rues, pavées d'Europe. Tout cela semble un rêve, et partager ces impressions avec mon petit-fils, voir le monde à travers ses yeux, est particulièrement précieux. Tu sais, mamie, dit Léo, alors que nous sommes assis dans un petit café à Sienne. Je pensais que les vieux étaient ennuyeux. Mais toi, tu ne l'es pas du tout. T'es cool. Ici. Merci, mon chéri. Mais souviens-toi, l'âge ne rend pas les gens ennuyeux ou intéressants. C'est leur attitude envers la vie. Lassons. De retour à la maison. Je trouve que ma vie s'est complètement transformée. Ma maison n'est plus une forteresse silencieuse de solitude. Il y a maintenant des visiteurs fréquents, enfants, petits-enfants, et nouveaux amis du club de lecture et du centre communautaire. Isabelle, de retour à Paris, appelle tous les jours et rend visite 1 fois par mois. Olivier et sa famille me rendent visite tous les week-ends. Même Raphaël commence lentement à revenir dans ma vie, d'abord de courses, appels, puis des visites peu fréquentes. Il a pris un nouvel emploi, plus modeste que le précédent, mais plus stable, et il commence à rembourser sa dette peu à peu, de petites sommes, mais régulièrement. Je ne m'attends pas à ce que tu rembourses tout, lui dis-je une fois. Ce qui est plus important pour moi, c'est que tu essaies de réparer tes torts. Il hochait la tête, sans me regarder dans les yeux. J'ai été un fils horrible. Tu as été une personne perdue. Je le corrige doucement. Et toujours mon fils, que j'aime. C'est le début d'un long chemin pour reconstruire notre relation. Un voyage que nous sommes tous deux prêts à entreprendre. Nous ne parlons pas d'Élodie. J'apprends d'Isabelle qu'elle a rompu les fiançailles le lendemain du procès, quand il est devenu clair qu'il n'y aurait pas d'argent pour un mariage fastueux. 1 mois plus tard, elle s'est fiancée au fils du propriétaire d'une entreprise de construction locale, un jeune homme avec une situation financière bien plus stable que celle de Raphaël. Ça t'a fait mal. J'ai demandé prudemment à mon fils. Quand il m'en parle pour la première fois, ça a fait mal, admet-il. Mais j'ai réalisé maintenant qu'elle ne m'aimait pas. Elle voulait un statut, un mode de vie que je ne pouvais pas lui offrir. Je n'étais qu'un moyen pour atteindre un but. Je le serre dans mes bras, sentant qu'il se détend pour la première fois depuis longtemps. 1 an après le procès, ma maison est pleine d'invités. Nous célébrons mon 73e anniversaire. Tous mes enfants, leurs familles, des amis du club de lecture et du centre communautaire. Même le juge Moreau passe pour me féliciter. Vous avez été une inspiration pour beaucoup dans notre ville. Madame Beaumont, dit-il, serrant ma main, votre histoire a montré qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour soi.
J'ai souri, regardant les gens autour de moi. Isabelle, discutant animément avec mes élèves du centre communautaire. Olivier, jouant avec les enfants dans le jardin. Raphaël, assis tranquillement dans un coin, mais toujours là, faisant partie de notre famille. Léo, montrant des photos de notre voyage à ses cousins. Une vie qui semblait terminée il y a un an prend d'un nouveau sens et de nouvelles couleurs. Je ne suis plus seulement une mère, une grand-mère, une veuve. Je suis Colette Beaumont, enseignante, voyageuse et présidente d'un club de lecture. Une femme qui a enfin appris à se valoriser comme elle a toujours valorisé les autres. Je sors sur le porche, savourant l'air chaud du soir. Le coucher de soleil colore le ciel de Nantes de roses et d'or. La même Nantes où j'ai vécu toute ma vie, la ville qui me connaissait comme la femme de Gaston, mère de 3 enfants, propriétaire d'une épicerie fine. Et maintenant, elle me connaît comme une femme qui a défendu son droit à sa propre vie. Isabelle me rejoint et se tient à côté de moi, posant sa main sur mon épaule. « À quoi penses-tu » ?« Yes, Sammy, quoi penses-tu » ?« Maman ?» J'ai souri, regardant le coucher de soleil. « Ah, comment ?» Parfois, la fin d'une histoire devient le début d'une autre, beaucoup plus intéressante. Elle me serre fort, et nous restons ainsi, regardant le jour céder la place à la nuit, et le passé au futur.